Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Écoute, on a rarement vu ce qui se passe dans un pays. Ce qui se passe actuellement au Togo, c'est indicible, si je peux encore dire ainsi, et parler comme ça. C'est indicible. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle une opposition. Dans chaque pays au monde, même dans les dictatures, il y a une opposition à la dictature. Même dans les partis uniques, il y a une opposition au parti unique. Et quand tu regardes très bien, tu analyses d'une manière froide ce qui se passe au Togo, tu conviendras avec moi que c'est le peuple seul, au fait, qui est fatigué et qui est devenu une opposition à la dictature. C'est le peuple qui est une opposition à la dictature. Mais sans Lénine, les Russes ne se seront jamais levés. Il y avait bien sûr une opposition contre les Romanov et autres, contre la bourgeoisie. Mais il y avait manque de leaders. C'est pour ça que la bourgeoisie en Russie avait le vent en poupe. Elle savait que les gens mouraient de faim. Elle le savait. Non seulement elle le savait, il y a le livre de Rapoustine, écrit par, comment dirais-je, Vladimir Fedorovski, qui démontre à suffisance que le chaman, tu sais que Rapoustine, c'est un chaman, c'est-à-dire ce que nous appelons alpha, les petits, comment dirais-je, lanceurs de sorts, ou bien ceux qui savent lire dans les petits canaris, ou bien je ne sais pas comment vous les appellerez encore au Togo, les petits fakirs. Rapoustine était un chaman venu de Sibérie. Il va monter les strates de la bourgeoisie jusqu'à voir la reine pour lui dire que ça va finir mal. Parce que le peuple a faim. Il y aura une révolution. Et il va plus loin à dire, c'est quand moi je vais mourir, le jour où ils vont me tuer, et que vous verrez tout ce que je dis dans la forme véridique. Effectivement, on l'a tué. D'abord, ils l'ont empoisonné, il a bu, mais il n'est pas mort de poison. Ils ont dû le tuer, vrai. Comme les Nyasingbe font là. Quand ça ne va plus avec les empoisonnements, ils te mettent la balle. Voilà. Teacher, je te donne ces exemples pour te dire que dans chaque pays, il y a un leader. Et c'est le leader qui facilite une lutte. En 90, il y avait plusieurs leaders. Mais comme ils étaient soudés, on avait l'impression que c'était un seul leader. Le jour où ils ont cessé d'être soudés, on a vu les résultats aussi.
Malheureusement, Faure est venu s'asseoir sur un groupe de leaders corrompus, méchants, violents et escrocs. La chute, nous l'avons sous nos yeux. À nos niveaux, ou à notre niveau, on a déjà en 2005, on s'est mis à crier à rue et à dire que ceux-là qui représentent les partis politiques au Togo ne donneront rien à la nation togolaise. Au départ, on a cru. Ensuite, on a encore cru. Pour enfin comprendre que non, il n'y avait rien à attendre d'eux. Mais quand on veut dire, les Togolais ont un message qu'ils me laissent d'habitude, que non, il n'y a aucune structure organisée à part les partis d'opposition. Et on ne peut pas faire sans les partis politiques. Mais l'Église catholique est le plus grand parti politique au Togo. Elle est plus organisée que tous les partis. Et comme les Togolais n'aiment pas faire des analyses profondes, surtout regarder, il faut regarder, il faut observer, il faut avoir la capacité d'observation. Vous allez remarquer que depuis quelque temps, Faure Gnassingbé travaille de nouveau avec l'Église catholique. Il travaille avec l'Église catholique de la manière la plus cynique. Ceux qui défendaient la cause du peuple et qui portaient les habits d'archevêque sont partis. Ceux qui restent là, vous allez voir à quoi ils vont servir. Vous avez vu les prêtres quand les patrons là tombaient, surtout quand Bariga est décédé. Les prêtres qui ont commencé, je vous ai dit, taisez-vous. Si on met l'argent dans le soutane là, ils vont disparaître. Les gens pensaient que je mens. Les gens pensaient que je mens. Vous les entendez encore faire le combat. Ticha. Vous les entendez faire le combat. Le combat, c'est une constance. Depuis que j'ai commencé cette affaire, je n'ai jamais fléchi. Je le fais chaque jour que Dieu fait. Vous voyez Ferdinand, il est dans ça, les coups, il les prend, l'exil, la brutalité, il est toujours dans ça. C'est ça qu'on appelle la constance. Donc quand vous voyez un prêtre sortir là, crier, vous reprenez là. Mettez-le dans la liste des faussaires. Un vrai prêtre continue la lutte du premier jour où il vous a fait comprendre que, ou savoir que lui, il est un combattant jusqu'au dernier jour. On a vu des prêtres se battre pour les pays, mais pas sous la forme que nous avions en Afrique. C'est pour ça que je n'ai jamais compris, Ticha. Qu'on me dise que l'Église catholique ne fait pas le combat. C'est-à-dire quand tu es un prêtre, bon, tu dois te détacher de la politique. J'ai même vu comment il s'appelle, Boisbouvier poser cette question à Kofi Anyam. Boisbouvier dit à Kofi Anyam, mais pourquoi Monseigneur Kodjro fait de la politique? Alors que chez lui en France, l'abbé Pierre a fait la politique jusqu'à la tombe. Mieux, il a fait campagne pour Olivier Besancenot, l'extrême gauche, dans le temps. Vous voyez comment les Blancs là nous massacrent. Ce qu'eux font chaque jour chez eux, c'est ce que nous, on ne doit pas faire chez nous. Et ça prend. Mais sans le concours des prêtres, mais le communisme aurait pris
toute l'Amérique latine, non? Ou bien? Monseigneur Barriga dit même qu'il a fait un pays comme ça, de l'Amérique latine, je ne sais plus c'est quel pays. Il raconte ça à qui veut l'entendre. Mais quand lui est parti là-bas, paix à son âme, sincèrement, je compatis à la douleur de la famille qui a perdu leur illustre fils. Quand il a vu ça là en Amérique latine, quand il est venu au Togo, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache pour faire la politique, non? Tu vois, non? Donc, pour te dire que, Ticha, ce que nous voyons au Togo est l'expression même d'un peuple déboussolé. Si tu ne sais pas aligner les mots, tu vas même dire que le peuple est faux. Le peuple est faux. On a accusé l'Allemagne d'avoir aidé les nazis à exterminer les Juifs. Et quand tu remarquais de près, pratiquement, c'est tout un peuple qui s'était levé contre l'homme juif. C'est factuel. Il y a des Allemands qui ont sauvé par-ci, par-là, mais près de 90% à 95% d'Allemands s'étaient alignés pour les pogroms. C'est factuel, c'est ça qui est vrai. Et quand tu observes chez nous, près de 90% a désenchanté dans la lutte, est déboussolé, ne croit même plus, ou mieux, ne veut plus croire. Ce que nous voyons au Togo n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ils ont commencé par un jeu d'un enfant. Fornia Simbe est arrivé, lui-même leur disait, écoutez, je vais faire 5 ans. Je vais arranger les choses. Il y a une certaine presse qui nous a dit que bon, son papa est Kabyé et sa maman est du sud, de Palimé. Donc, il est la vraie jonction entre le Togolais. Papa du nord, maman du sud. À la fin, vous voyez très bien que si on vous le classe parmi les sudistes, vous poussez les jurons. Si on vous le classe aussi parmi les Kabyés, vous poussez aussi le juron. Parce que la mentalité Kabyé n'est pas une mentalité qui dit de prendre tout pour soi et rien pour les autres. Dans le livre de Bassirou Aïeva, il vous décrit comment le nordiste pense du sudiste. Un homme radin, pingre, malin. Si tu mets Fornia Simbe dans la liste des sudistes aussi, tu pousses les jurons. Fin de course, on a été tous trompés déjà. Le vrai gagnant des 20 dernières années au Togo, c'est Fornia Simbe et la clique qui l'entoure. Plus les services occidentaux, sinon l'Occident, les présidents, les ambassadeurs et les courtisans. Ce sont les vrais gagnants. Ce sont les vrais gagnants de ces 20 dernières années. L'école a cessé au Togo. C'est une triste réalité. Prenez le truc, vous allez du nord et du sud au nord. Et si vous voulez jauger ce qui s'est passé ces 20 dernières années, allez là où vous-même vous avez été à l'école. La petite pierre là qui se trouvait dans la cour là, de votre école, elle est là-bas. Elle est là-bas et vous regarde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune transformation. Quand vous allez dans un hôpital où vous êtes né, ou encore un hôpital où un jour on vous a hospitalisé, retournez. Quand vous allez
vous ressortez par des vomissements. Parce que ce sont ces odeurs pestilentielles qui vous chassent d'abord. Pendant ce temps, le peuple regarde et traque même les gens comme nous. C'est-à-dire, c'est fou, hein? Tu prends sur toi de t'interposer entre un peuple et un dictateur. Et le peuple te met les coups. Quand je dis le peuple, je veux dire que la minorité là, qui suit le dictateur et qui te donne le coup, c'est déjà la majorité. Pour nous, qui l'ouvrons encore. Pour nous qui l'ouvrons encore, c'est déjà la majorité qui nous traque. Déjà, c'est dur. C'est très, très dangereux. C'est fou. Même dans une famille, un père qui a déjà 5, 10, 15 enfants, si vous n'avez plus de leader, la famille saute. Ça devient du rien. Quand vous n'avez plus de leader, ça devient du rien. Moi, ma conquête familiale m'a amené au Congo, Brazzaville, où j'ai fait un enfant avec une Brazzavilloise. Mais j'ai appris beaucoup de choses chez ces gens. Ces gens, ils ont ce qu'ils appellent le chef de famille. Le chef de famille, c'est quelqu'un qu'on nomme comme ça, par son âge, surtout dans la plupart des cas, et qui est chargé de veiller sur le bon fonctionnement de toute la famille. La famille, dans un sens élargi. Ce que j'ai remarqué est que le chef de famille peut être convoqué et jugé. On le convoque, on le juge. Soit c'est des maladies que la famille a tout le temps, des problèmes inexpliqués, des choses bizarres qui se passent dans la famille. On convoque le chef de famille. Explique-nous ce qui ne va pas. Vous savez, s'il ne sait pas expliquer ou bien s'il ne sait pas prévenir, défendre la famille contre ça, les gars le déposent. Et on nomme un autre chef de famille. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Si bien que pour les gens qui vont aussi aller vers le Congo, Kinshasa, et Brazzaville, je ne parle pas du Congo, Kinshasa, vous allez voir cette structure familiale. Si vous n'êtes pas solidement solide, vous allez désenchanter. Parce que vous allez avoir l'impression que la famille de votre femme ou bien de votre mari veut savoir jusqu'à dans votre vie. Parce qu'ils sont là, ils se posent des questions. Quand quelque chose ne va pas, ils veulent savoir. Pourquoi? C'est comme ça, au fait, la gestion d'un pays. Sauf que ici, quand le peuple l'ouvre pour savoir ce qui se passe, il est tabassé, il est tué. Donc, entre le chef de famille, qui est fort Nyasingé, et le peuple, quelqu'un doit être plus ou moins faux. Et pour le moment, moi, je dis c'est le peuple qui est faux. Parce que c'est le peuple qui est nombreux plus que le chef de famille. Dans les familles aussi, le chef de famille, des fois mais il est très riche. Mais il n'arrive pas à corrompre la famille. S'il y a des malheurs, des choses bizarres, ainsi de suite, des gens qui ne se marient pas, beaucoup de petits trucs. Lui, avec tout son argent, on le dépose. Il est défait de son pouvoir. Mais pourquoi nous, au Togo, n'arrivons pas à défaire nos chefs de famille?
qui est notre président. Ce qui veut dire que le peuple est faux. Et un pays, ça commence dans la famille. Regardez ce qui se passe dans nos familles d'abord et remontez. Vous allez comprendre que ce que je vous dis là est une révélation. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Camus salut. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.